Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modern Habitat. Bonjour tout le monde, on devrait retrouver un temps plus lumineux et des températures plus chaudes pour la fin de semaine. Demain, la matinée débutera sous quelques nuages, mais c'est un ciel bleu et bien dégagé qui nous attend pour l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Bruno et il fera jour de 7h42 à 19h04. Passez tous une très belle journée et à demain. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Fini la galère avec GB Bâti Center. Votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Que ce soit en maison ou en appartement, le volume de vos déchets reste identique. C'est uniquement la manière de trier qui évolue. Au final, c'est un simple transfert de mes déchets recyclables. Tout ce que je mettais avant dans des sacs, je les ramène maintenant dans des bornes d'apport. Les déchets peuvent être amenés aux bornes à tout moment, tout en respectant le voisinage, bien entendu. Vous êtes libre de vider vos sacs au rythme qui vous convient, par exemple lorsque vous partez faire vos courses. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque communautaire de Sarreguemines et en direct sur Mosaïque Cristal pour cette table ronde qui se déroule dans le cadre de la concertation préalable du public concernant le projet Holosolis sur l'Europole 2 à Ambach. Vous pouvez retrouver tous les détails de ce projet sur le site internet concertation-holosolis.org et plusieurs rendez-vous vous sont proposés jusqu'à fin octobre, notamment 3 ateliers. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux dimensions environnementales et industrielles dans lesquelles s'inscrit ce projet, en prenant de la hauteur pour les mettre en perspective à l'échelle française et même européenne. Plusieurs experts sont là pour en parler. Jean-Jacob Boom-Vickers, président d'Holosolis, Elisabeth Bertin, déléguée RTE dans le Grand Est, Bruno Flochon, directeur énergie, climat et économie circulaire à la région Grand Est, et avec nous aussi, même si c'est en visio, Aurélie Picard, déléguée générale du comité stratégique de filière CSF Nouveau Système Énergétique, Carole Mathieu, directrice des affaires publiques de TSE, et Valérie Boyer, responsable du dialogue territorial chez Iberdrola France. Merci beaucoup à tous les 6 de participer à cette table ronde. Et pour plonger dans le vif du sujet, je vais demander à Jean-Jacob Boom-Vickers de prendre la parole en premier. Merci beaucoup, Julia.
Alors, bien sûr, on est très content d'être ici avec vous. Je pense qu'il y a quelques slides que l'on voulait montrer pour mettre en exergue le projet et surtout la situation du marché actuel. Comme vous le savez probablement, nous avons aujourd'hui un grand problème de réchauffement climatique avec une planète qui brûle. Et nous avons besoin de régler et de gérer notre problématique d'émissions de carbone. Et l'Europe veut aller vers une neutralité carbone à 2050. Et en attendant, le pacte vert européen souhaite que nous allons à une neutralité carbone zéro émission en 2050 et en 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, de réduire de 55% nos émissions d'effet de serre et de gaz par rapport à 2010. Donc c'est une tâche extrêmement serrée et on a peu de temps pour le faire. Et les objectifs que nous avons au niveau de l'Europe, si on veut retourner sur la slide, c'est qu'il y a donc un passage obligatoire vers les énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, la majorité de notre électricité que nous avons ici en Europe est produite à partir d'énergies fossiles, comme vous pouvez le voir sur les graphes sur la gauche. Et la seule solution, ou la solution la plus efficace, la moins chère et la plus facile à déployer, c'est le photovoltaïque. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un projet comme Holosolis, qui veut aider au développement de l'installation du photovoltaïque en Europe, est crucial. Si on peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, ce que l'Europe veut faire, c'est aller vers cette fameuse neutralité carbone. Et la problématique que l'on a en Europe, c'est que la quasi-totalité, plus de 70% des panneaux photovoltaïques, des batteries et des éoliennes en mer que l'on installe aujourd'hui dans le monde sont fabriqués en Chine. Et si l'Europe veut vraiment avoir une souveraineté industrielle et énergétique, elle doit automatiquement développer son industrie ici. Parce qu'il y a une grande différence entre dire j'ai une industrie, une indépendance énergétique et une souveraineté énergétique. Et il nous faut une souveraineté énergétique. Et aujourd'hui, une règle a été créée au niveau de l'Europe qui s'appelle le NZIA, qui veut dire le Net Zero Industry Act. Et il impose que 40% des technologies vertes nécessaires à cette transition énergétique soient fabriquées en Europe d'ici 2030. Et on en est aujourd'hui extrêmement loin. Donc nous avons un très grand marché devant nous à établir parce que nous avons totalement perdu cette industrie du renouvelable qui initialement était inventée en Europe. Et le photovoltaïsme a été inventé en France en 1836. 1836, tenez-vous bien, donc c'est vraiment une industrie très très vieille, mais qui a vraiment connu son développement et son apogée ces 10 dernières années. Donc il y a énormément de travail à faire, et si on va sur la prochaine slide, quand vous voyez ici ce graphique, vous voyez ici sur la gauche la part des panneaux photovoltaïques qui ont été installés en Europe l'année dernière. L'année dernière, il a été raccordé au réseau 42 gigawatts de panneaux photovoltaïques et uniquement moins de 10% de ces panneaux étaient d'origine européenne. Et l'objectif de l'Europe avec ce NZIA, c'est que d'ici 2030, 40% de ces panneaux soient fabriqués en Europe. Et nous, Holosolis, comme vous pouvez le voir, nous serons une toute petite part de cette partie européenne. On aura besoin, plus ou moins, d'avoir encore une dizaine d'usines comme celle d'Holosolis pour pouvoir atteindre cet objectif de 40% de panneaux fabriqués en Europe. Et pour aller à la prochaine slide, le projet Holosolis, et qu'on installe ici dans la région de Sarreguemines-Hambach, c'est de créer une usine de panneaux et de cellules photovoltaïques sur la zone d'Europol. Et cette usine produira chaque année 5 gigawatts de panneaux et de cellules photovoltaïques. Ça représente grosso modo 10 millions de panneaux photovoltaïques. C'est suffisant pour rendre 1 million de panneaux de foyers indépendants chaque année avec leur propre production électrique. Et ça représente surtout 1700 emplois dans la région, des emplois indélocalisables et un investissement de plus de 700 millions d'euros à faire dans la région. Voilà.
Et la décarbonation énergétique, c'est un enjeu de taille, on le sait. RTE, Réseau et Transport d'électricité, a particulièrement planché sur la question avec un rapport de plus de 600 pages, qui est le résultat d'une large concertation avec de nombreux acteurs de l'énergie. Alors ça a permis d'aboutir à 6 scénarios de mix énergétique pour l'horizon 2050. Elisabeth Bertin, je vous laisse nous en dire plus sur les enjeux du système électrique français. Bien volontiers. Donc effectivement, alors je vais peut-être commencer par préciser un peu qui nous sommes, c'est quoi RTE, et peut-être avec la première slide pour pouvoir l'expliquer dans ce système électrique justement, où en fait on voit qu'il y a des moyens de production, des centrales, des productions d'énergie renouvelable, il y a des consommateurs d'électricité, et puis entre les deux, pour que tout ça fonctionne, il y a les réseaux, et notamment le réseau de transport d'électricité qui est là pour acheminer sur de grandes distances du 63 000 volts au 400 000 volts, et pour s'assurer que ce système d'électricité soit toujours à l'équilibre. Parce qu'effectivement, on a une mission de service public qui est d'assurer l'équilibre production-consommation. C'est un équilibre qui se fait en permanence. Et pour faire cet équilibre en permanence, en temps réel, justement, il y a besoin de se projeter dans l'avenir et de faire des études prospectives. Alors donc, pour ces études prospectives, je vous propose de passer à la slide suivante, et je vais reprendre des éléments qui ont déjà été énoncés, mais qui sont essentiels en tout cas, puisqu'en fait, c'est des textes qui structurent les évolutions vers lesquelles on va, et la neutralité carbone, Monsieur Boom-Vickers l'a rappelé tout à l'heure, c'est essentiel. C'est nos impacts carbone, et donc c'est un engagement de l'État à travers la stratégie nationale bas carbone, et puis le Green Deal, et notamment le pacte européen de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et donc quand on traduit ces textes-là, on en tire des enseignements sur le système électrique et ce que ça va produire. Juste une image, quand on parle des énergies fossiles, neutralité carbone, les énergies fossiles, c'est à peu près 50 milliards d'euros par an de dépenses énergétiques. Et donc, je vous propose de passer à la slide suivante, où en fait, on va regarder ce que ça donne sur le système électrique, où en fait, aujourd'hui, c'est 1600 TWh d'énergie consommée. Alors, tout type d'énergie, énergie fossile, l'électricité ou autre énergie renouvelable. Et quand on se projette en 2050, on voit qu'il y a une grande évolution. Neutralité carbone veut dire qu'il n'y a plus d'énergie fossile, et ça veut dire donc une consommation différente et forcément une électrification beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Alors quand on passe d'un système à l'autre, on voit deux choses. On voit moins 40% de consommation d'électricité, de consommation globale. Moins 40%, j'y reviendrai tout à l'heure pour voir comment on traduit ces moins 40%. Et puis on voit de fait une augmentation importante de la part d'électricité dans le système électrique, dans nos énergies de demain. Et du coup, effectivement, ces moins 40%, je vous propose d'aller voir un peu ce qu'il y a et le chemin et les conséquences de ces éléments-là pour le système électrique. Et donc, pour s'assurer de couvrir tous nos besoins d'électricité, on vient de le voir, une augmentation importante de l'électricité. Nous avons plusieurs leviers qui existent, puisque je vous le rappelle, on doit assurer en permanence l'équilibre production-consommation à chaque instant. Donc dans ces leviers, nous avons deux leviers qui concernent la consommation. Le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. C'est tout ce que l'on peut faire sur nos process industriels, sur l'électroménager ou tous les appareils que nous utilisons. Ce sont des éléments très importants où il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais c'est aussi l'efficacité énergétique thermique des bâtiments. Et là, je pense qu'il y a un véritable défi pour réduire nos consommations dans ce domaine d'électricité. Et on mise, à l'échéance de 2035,
une baisse de 100 TWh. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça représente presque un quart de ce qu'on consomme, de ce qu'on peut consommer aujourd'hui. Donc, ce sont des défis importants pour arriver à consommer moins. Donc, il y a un volet, c'est l'efficacité énergétique. Il y a un deuxième volet, c'est la sobriété énergétique. Alors, sobriété, eh bien, nous avons fait des efforts très importants cet hiver, puisqu'il y a eu une baisse déjà de 9% de consommation d'électricité. Et pas uniquement l'hiver, puisque ça s'est poursuivi au printemps et à l'été aussi. Donc ce sont des très bonnes nouvelles, c'est qu'on est capable de faire des choses assez importantes qu'on n'aurait pas imaginées il y a un an. Donc le premier palier en matière de sobriété énergétique, c'est déjà poursuivre les efforts que nous venons de faire. Et le deuxième palier, c'est sans doute aller plus loin dans cette sobriété énergétique. Aller plus loin, ça va concerner nos modes de consommation d'énergie. Ça va concerner l'habitat. Donc, et les 19 degrés que nous avons eus cet hiver, ça va être peut-être d'autres moyens pour mieux maîtriser nos consommations d'électricité. Ça peut être aussi nos modes d'habitat, nos surfaces que l'on chauffe. Ça peut être la mobilité aussi. Et ça peut être dans l'industrie aussi. C'est pas que les particuliers, bien évidemment. C'est aussi les industriels. C'est aussi le résidentiel et le secteur tertiaire. Donc ça, c'est les efforts à réaliser sur l'aspect consommation. Et puis, il y a un deuxième point, c'est la production, puisque je vous dis, le système électrique, c'est un équilibre production-consommation, toujours. Et donc, sur la production, quand on regarde, pour se projeter jusqu'en 2035, c'est une production nucléaire importante, plus importante que ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Mais en tout cas, on sait que nous n'aurons pas de nouveau nucléaire avant 2035. Et en l'occurrence, donc, sur l'aspect production, ce qui est essentiel, c'est l'aspect renouvelable, développement des énergies renouvelables. Et donc, je vous propose de passer justement à la slide suivante, parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin de massification très important du développement des énergies renouvelables, une augmentation de la production de plus de 4 fois par rapport au rythme que l'on a aujourd'hui, jusqu'en 2035. Alors 4 fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous l'avez sur ce graphe-là, vous avez les 10 dernières années, le rythme de développement des énergies renouvelables. Et la dernière barre, c'est ce dont on imagine avoir besoin dans le contexte dont nous sommes aujourd'hui. Et vous le voyez, donc, dans les énergies renouvelables, il y a de l'hydraulique, c'est ce que vous avez un peu en bas. On espère une augmentation de l'hydraulique, mais qui ne sera jamais à la mesure des enjeux et des besoins, puisque nous avons déjà construit un certain nombre de potentiels et on peut faire mieux, mais ce ne sera pas suffisant. En bleu ciel, vous voyez le développement des énergies renouvelables, vous voyez l'éolien terrestre. Donc le bleu ciel, c'est l'évolution progressive de développement de l'éolien terrestre. Ce que l'on projette, c'est une tendance qui doit absolument se poursuivre par rapport au rythme actuel. C'est à minima poursuivre le rythme et la dynamique actuelle de développement de l'éolien. Ensuite, juste au-dessus, vous avez le photovoltaïque. Et là, vous voyez que dans les 10 dernières années, le développement du photovoltaïque a été faible, beaucoup plus faible que l'éolien terrestre, beaucoup plus faible que de ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et vous voyez ce dont on a besoin en 2035, un rythme qui est 6 fois supérieur à celui d'aujourd'hui en termes de dynamique de développement des énergies renouvelables actuellement. Et puis, ce vert foncé qui est en haut, c'est la projection de tout ce qui est éolien offshore. C'est 18 gigawatts. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est l'équivalent de 10 tranches nucléaires en plus. Donc, on voit que cette dynamique d'énergie renouvelable, de production d'énergie renouvelable, elle est importante. On est aujourd'hui à 120 mégawatts installés par an. Il nous faut un rythme de plus de 270 mégawatts installés par an. Donc, il y a un véritable enjeu énergétique pour produire ces énergies. Et nous avons besoin, vous l'avez vu dans le slide, de ces 4 leviers que j'ai cités, d'efficacité énergétique, de sobriété, de nucléaire, de maintien du nucléaire, en tout cas jusqu'en 2035, il n'y aura pas de nouveau nucléaire, et surtout de dynamique de développement des énergies renouvelables. C'est des enjeux essentiels pour notre souveraineté énergétique en France
Et on a vu que ça prenait beaucoup plus d'importance avec la crise que nous vivons au niveau de l'Europe ou de la guerre en Ukraine. Donc ce sont des objectifs très ambitieux mais atteignables, clairement, puisque d'autres pays en Europe l'ont fait, donc il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire. Atteignables et sur lequel je pense qu'on a tous les moyens pour y arriver. Eh ben on va voir ça aussi aujourd'hui au cours de cette table ronde. Et vous l'avez dit, l'un des leviers, voire un levier qui peut s'avérer majeur dans la transition énergétique, c'est l'industrie. La filière des nouveaux systèmes énergétiques s'inscrit pleinement dans l'objectif national de transition écologique. Le comité stratégique de filière CSF a un double objectif de transition énergétique et de réindustrialisation de la France. Alors Aurélie Picard, la déléguée générale du CSF Nouveaux Systèmes Énergétiques, va pouvoir nous en dire plus. Alors, on a un tout petit problème de son, on n'entend pas Aurélie Picard ici. Les aléas du direct et des visios. On va essayer de résoudre ça rapidement. On va le résoudre plus tard. D'accord. Alors Aurélie Picard, je suis désolée, on a un tout petit souci de son, on ne vous entend pas pour le moment. On va revenir vers vous du coup tout à l'heure. En attendant, et vous le voyez, hein, c'est pas facile de participer à une émission en visio. En attendant, on va essayer du côté de TSE qui est expert en développement photovoltaïque et agrivoltaïque. Carole Mathieu, comment TSE s'inscrit dans le contexte national et européen ? Bonjour à tous. Bonjour, on vous entend bien, c'est bon. Merci tout d'abord pour l'invitation. Donc peut-être quelques mots sur TSE. Nous sommes un développeur et un exploitant français d'installations photovoltaïques et agrivoltaïques. Et effectivement, nous sommes aussi très fiers d'être parmi les actionnaires fondateurs du projet Holosolis, un projet dans lequel on a cru dès le début, parce que pour nous, ce projet-là s'inscrit parfaitement dans les enjeux énergétiques. Alors, c'est vrai que si l'on regarde l'évolution des stratégies énergétiques et climatiques ces dernières années, on peut que conclure, constater, et d'ailleurs le rapport de RTE nous le confirme, on est vraiment à un moment charnière de la transition. On est en Europe, ce continent qui très tôt a saisi les enjeux, le danger lié au réchauffement climatique et qui a pris des engagements très, très ambitieux et collectivement à 27. Donc on a ce mouvement de transition énergétique qui est déjà bien engagé en Europe, mais on le sait, et les rapports nous le confirment à chaque publication, il va falloir aller beaucoup plus vite, il va falloir aller beaucoup plus fort et dans tous les domaines d'activité si l'on veut vraiment tenir nos engagements climatiques. Donc on le sait et c'est un fait qu'il faut maintenant considérer comme un consensus et aller plus loin. La marche pour aller vers la neutralité carbone, elle est très haute. Et il va falloir activer tous les leviers. RTE a bien mis en lumière le fait qu'il allait falloir miser sur la réduction de la demande, donc l'efficacité énergétique, la sobriété, mais aussi produire beaucoup plus d'électricité décarbonée, parce que c'est cette électricité décarbonée qui va nous permettre de réduire la part des fossiles. Et il faut le rappeler, les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, c'est toujours les 2/3 de la consommation énergétique finale en Europe. Donc il y a un chantier énorme à réussir et finalement en l'espace de quelques années, parce que 2050 en fait c'est demain quand on regarde les cycles industriels. Donc très concrètement, on a besoin de tous les électrons décarbonés possibles pour honorer nos objectifs climatiques et aussi nos ambitions en termes de réindustrialisation de l'Europe. Donc le nucléaire et les énergies renouvelables très vite, sinon on va vers ce mur énergétique que la ministre de la Transition énergétique nous a décrit pour l'horizon 2035. Donc on est à ce moment de bascule, soit on choisit effectivement de tirer les leçons de ces analyses, de ces rapports d'experts et d'accélérer le mouvement pour basculer vers ce monde qui ne sera plus dominé par les énergies fossiles, mais bien par l'électricité décarbonée, avec cette large part d'énergie renouvelable, soit on décide qu'on n'est pas finalement à la hauteur de nos engagements.
Mais évidemment, ce n'est pas la trajectoire qui se dessine et les politiques européennes ont jusqu'ici encouragé. On a ce socle, ce consensus en Europe pour porter un développement très soutenu des énergies renouvelables. On a encore eu la validation d'une nouvelle directive européenne ces derniers jours qui donne des objectifs de déploiement des énergies renouvelables encore plus ambitieux pour l'horizon 2030. Donc on a ces politiques-là en Europe qui sont finalement en place depuis bien une décennie, mais qui se concentrent sur la partie aval de la chaîne de valeur. On a en fait une sorte d'angle mort depuis le début dans la politique européenne de l'énergie et de la transition énergétique, c'est toute la partie amont. Et le risque dont on prend conscience finalement depuis quelques années, peut-être c'est 2020 le tournant, c'est ce risque de voir émerger une nouvelle forme de dépendance qui ne soit plus liée aux combustibles fossiles, mais qui soit liée à ces technologies que l'on doit importer pour construire cet avenir durable, que ce soit pour les batteries, le photovoltaïque ou encore les électrolyseurs pour la partie hydrogène. Et sur ces chaînes de valeur-là, qui vont être stratégiques pour notre avenir et pour la compétitivité industrielle de demain, on voit qu'il y a une bataille industrielle, une bataille commerciale entre tous les grands blocs régionaux. Donc bien sûr la Chine, qui a été à l'initiative et qui a vraiment une politique industrielle en la matière, mais aussi les États-Unis, qui ont récemment répondu avec une loi sur la réduction de l'inflation qui vise à inciter l'implantation d'activités industrielles sur le sol américain, mais aussi en Inde ou encore au Japon et en Corée. Et donc c'est à l'Europe de réagir. Et on le voit depuis quelques années, la notion de politique industrielle, qui était jusque-là tabou, ne l'est plus. Et c'est maintenant une priorité. Dans les discours, c'est même ce qui est annoncé comme l'axe majeur du prochain mandat de la Commission européenne, donc après les élections de 2024. Et on a un alignement finalement des 27 sur la nécessité de réagir et de mettre en place des politiques qui, cette fois-ci, viennent structurer une industrie européenne pour ces chaînes de valeur stratégiques. Et on voit émerger différentes mesures. On en a déjà parlé, la loi sur les technologies net zéro, donc qui vient de l'échelon européen et qui va ouvrir des perspectives sur la façon dont on prend en compte la résilience, la soutenabilité dans ces appels d'offres qui aujourd'hui structurent l'expansion du secteur photovoltaïque, mais aussi à l'échelle des États membres. On a en France la loi sur l'industrie verte, on a des crédits d'impôt qui sont en train d'être mis en place dans les prochains projets de loi de finances. Donc on voit que toutes les pièces du puzzle sont en train enfin de s'assembler. Et nous, acteurs de la filière, donc développeurs, on a le souhait, en tout cas du côté de TSE, de finalement faire notre part, de soutenir, d'accompagner des projets comme celui de l'Osolis, parce qu'ils viennent d'abord porter un horizon industriel auquel on croit, que l'on juge robuste et qui répond à un besoin, mais qui vont aussi permettre de préparer l'avenir et donc contribuer à l'ensemble de la filière solaire européenne. Donc c'est un peu l'origine de notre volonté de soutenir le projet Holosolis, parce qu'on pense qu'à ce moment précis de l'histoire de la transition énergétique européenne, on a besoin de projets comme Holosolis pour compléter ce tableau et sécuriser un avenir qui soit vert et qui soit compétitif. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et restez en ligne, on va revenir vers vous tout à l'heure. La transition énergétique, c'est déjà une histoire de longue date pour Iberdrola. Valérie Boyer, expliquez-nous comment vous vous inscrivez dans les dynamiques françaises et européennes. Oui, bonsoir. Donc, je représente Iberdrola. Donc, on s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement des ENR en France et en Europe. On a vu avec les précédents témoignages que c'était réellement un enjeu majeur de sortir des énergies fossiles. Donc, Iberdrola, c'est un producteur et fournisseur d'énergie verte.
qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors bien sûr à l'échelle française et à l'échelle européenne, mais également à l'échelle internationale, puisque les émissions de gaz à effet de serre se comprennent à l'échelle aussi internationale. Donc nous sommes pleinement dans cette logique et cette ambition des objectifs européens à la fois de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone. Donc si on peut passer à la slide suivante. Donc, comment on contribue alors très concrètement à la transition énergétique en Europe? Iberdrola, c'est un groupe international mais d'origine espagnole. Et on produit dans le monde 41 000 mégawatts d'énergie renouvelable. Donc on est largement contributeur de cette dynamique de développement en étant leader dans la construction, l'exploitation et la distribution d'énergie renouvelable à grande échelle. Mais comme je l'ai dit, nous avons un fort ancrage en Europe, puisqu'en Espagne, nous sommes le premier énergéticien du pays et le premier producteur d'énergie éolienne. Et en Europe, nous sommes présents en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, Pologne et en Grèce. Voilà, donc Iberdrola, expert mondial d'énergie renouvelable, donc on couvre tous les domaines des énergies renouvelables, l'éolien offshore, le solaire, donc que ça soit le solaire flottant au sol, et bien évidemment agrivoltaïsme, qui aujourd'hui est un enjeu stratégique fort pour le développement des énergies renouvelables, et l'hydroélectricité et bien sûr l'éolien onshore. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, du coup, par rapport en nous, alors Iberdrola concrètement, c'est 11 parcs terrestres et surtout la mise en service du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Qui envoie des électrons déjà sur le réseau dont a parlé RTE. Donc ce parc éolien en mer, c'est pour vous donner des chiffres concrets, c'est 62 turbines, c'est 496 mégawatts de puissance installée et c'est un investissement de 2,5 milliards. Donc vous voyez, la dynamique de développement des énergies renouvelables nécessite aussi des investissements importants. Donc nous contribuerons dès 2024 à la production de 650 mégawatts et également avec un développement de nombreux projets, que ce soit éolien terrestre et photovoltaïque, avec à peu près 800 mégawatts. Alors, concrètement, en termes de couverture de consommation, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, pour vous donner concrètement un exemple, le parc éolien de Saint-Brieuc, c'est 10% des besoins énergétiques de la Bretagne, dont l'approvisionnement énergétique est un vrai enjeu. Voilà, donc ça couvrira 800 000 personnes et avec nos 11 parcs éoliens terrestres, nous couvrirons la consommation d'environ 1 million de Français. Alors Iberdrola, c'est aussi des solutions de décarbonation industrielle. Donc c'est aussi un enjeu majeur pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, puisque l'industrie a une part importante dans les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un pôle spécialisé dans ces solutions de décarbonation avec des projets, des conseils en termes d'autoconsommation. Donc par exemple l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments industriels. Les PPA, alors ça c'est un terme que l'on entend beaucoup et un acronyme anglais, mais ça veut dire Power Purchase Agreement, et c'est un contrat qui permet à une entreprise de se fournir en électricité verte directement auprès d'un producteur d'électricité renouvelable. Voilà, donc là également, en termes de solutions de décarbonation industrielle, les PPA sont en voie de développement important.
Voilà, donc je voulais également, donc on a parlé de décarbonation et de développement des énergies renouvelables à l'échelle française et européenne, mais on a un projet de parc solaire à très forte proximité du projet Holosolis, puisque on a donc ce projet de revalorisation d'un ancien site industriel Solvay. Donc je pense que beaucoup de personnes ici connaissent l'histoire de Solvay, et on va transformer cette friche industrielle en parc de production d'énergie renouvelable. Donc on a 3 communes sont concernées, Herbitsheim, Willerwald et Sarralbe, 2 départements et 2 intercommunalités, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la communauté d'agglomération Alsace-Bossu, avec lesquelles nous travaillons très étroitement pour réussir ce projet. Donc c'est un montant d'investissement de 70 millions. Et l'intérêt, au-delà d'une production d'énergie renouvelable, c'est aussi de miser sur l'utilisation de sites déjà bétonisés. C'est-à-dire que on ne va pas bétoniser de nouveaux sites naturels. Donc on s'inscrit pleinement dans la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui est une nouvelle réglementation pour éviter l'expansion de la bétonisation. Voilà, donc cette production d'énergie verte, elle va notamment servir à approvisionner d'autres sites Solvay, donc à travers un contrat de CPPA dont je viens de vous parler, donc fourniture d'électricité à Solvay à un prix fixe, avec un enjeu évidemment très important pour les industriels, puisque ce contrat à prix fixe garantit la non-volatilité du coût de l'énergie. Donc dans le process industriel, ces contrats de fourniture d'électricité à prix fixe sont très importants. Voilà, et je voulais juste vous montrer l'emplacement exact. Donc en fait, ce projet de parc solaire est aujourd'hui envisagé sur les bassins de décantation des Soudières, voilà, donc qui ont été utilisés jusqu'en 1983. Et après, ces bassins ont servi pour le stockage de déchets inertes et non dangereux jusqu'en 2019. Et on prévoit la mise en service du parc fin 2025. Alors, ce qui nous intéresse également aujourd'hui, c'est que ce parc, aujourd'hui, au stade de conception du projet, prévoit environ 90 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance installée d'environ 65 mégawatts crête. Donc voilà, des opportunités à discuter avec Holosolis, sachant que pour notre projet de parc éolien offshore, on a travaillé avec Siemens Gamesa, on a contribué à l'implantation de Siemens Gamesa au Havre, puisqu'on a été les premiers à passer commande à l'entreprise qui compte aujourd'hui 1000 salariés. Et Iberdrola Monde a aujourd'hui un projet de parc éolien offshore, donc en mer, aux États-Unis, et on va s'approvisionner auprès de General Electric à Saint-Nazaire et à Cherbourg. Donc voilà, un enjeu effectivement de réindustrialisation de la France pour assurer notre souveraineté, mais on compte et on souhaite y contribuer largement. Eh bien, merci pour votre intervention et merci de nous avoir dévoilé en avant-première le projet sur le territoire du côté de Sarralbe. On va essayer de rétablir la connexion, si c'est possible, avec Aurélie Picard. On va retenter notre chance. Aurélie Picard, est-ce qu'on vous entend? Dites-nous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, pour resituer mon propos, donc j'anime l'association du nouveau système énergétique. C'est une dynamique qui a été lancée par l'État, qui réunit les institutionnels et les industriels autour de l'industrie de la transition énergétique.
La question sur laquelle on travaille, c'est comment, par rapport aux investissements importants qu'on fait dans l'énergie et dans la transition énergétique, on développe en France et en Europe une industrie. Le périmètre sur lequel on travaille, c'est les énergies renouvelables, dont le solaire, les technologies de décarbonation, le stockage de l'énergie, notamment les batteries, et les réseaux électriques, gaz et chaleur. Et on a 1200 membres qui sont particulièrement actifs et on échange très régulièrement avec l'État et on signe un contrat de filière tous les 2 ans avec l'État, où les industriels s'engagent et l'État s'engage sur les actions à mettre en place pour développer l'industrie de la transition énergétique dans un effort commun. Et donc j'aimerais témoigner ce soir de l'accélération autour de cette question de l'industrie de la transition énergétique. Ces dernières années, suite à la crise du Covid, à la crise ukrainienne, mais également, comme ça a pu l'être évoqué précédemment, suite à la prise de décision par les États-Unis de subventionner massivement l'industrie de la transition énergétique, 400 milliards d'euros mis par les États-Unis, il y a un vrai changement autour de cette question de l'industrie de la transition énergétique. Et aujourd'hui, il y a une volonté européenne et française forte, plutôt nouvelle. En tout cas, ce n'était pas jusqu'à présent aussi facile de parler de cet enjeu-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou à parler de la nécessité stratégique de développer l'industrie de la transition énergétique. Alors, j'aimerais donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Comme vous l'avez vu, RTE a montré les études prospectives qui ont été faites. Il est important de savoir que l'État sort une programmation pluriannuelle de l'énergie régulièrement, une programmation où l'État programme, donne les ambitions, les objectifs sur les différents types d'énergie qu'elle souhaite installer dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la nécessité de la complémentarité entre les différents types d'énergie et entre la complémentarité entre le nucléaire et les renouvelables et la nécessité de développer le solaire de manière plus poussée que ce qui a été fait. Cette visibilité, elle est essentielle pour l'industrie. Il est important pour les industriels de savoir quelle est la taille de leur marché, mais elle n'est pas suffisante. Et ce qui change dans cette préparation de la programmation pluriannuelle, donc qui va être prochainement prise, début 2024, possiblement fin d'année 2023, c'est qu'on a, durant l'année 2023, il y a eu un travail de concertation forte pour voir comment, à droit constant, les industriels comment on pouvait développer une industrie en France et en Europe par rapport à ces objectifs et quels étaient les leviers à activer pour pouvoir assurer le développement des industries de panneaux solaires, de cellules, comme le fait Holosolis. On peut voir par ailleurs, au-delà de ça, et cela vous a été également présenté, qu'il y a la France en particulier pousse très fortement au niveau européen pour que l'Europe s'empare du sujet et que le cadre européen évolue pour pouvoir sécuriser plus largement, donner un cadre plus robuste pour que les industriels puissent concrètement développer, bénéficier de cette programmation, de cet investissement dans le solaire pour pouvoir concrètement développer l'industrie du solaire en Europe. Et Yann Jacob a présenté donc, en début de cette émission les 40% d'objectifs qui ont été fixés. C'est un objectif, peut-être pour donner également, regarder un peu dans le rétroviseur. Concrètement, la Commission européenne a adopté récemment un mécanisme d'ajustement aux frontières par rapport à la taxe carbone pour justement donner une plus grande réciprocité dans les contraintes qui sont appliquées à notre industrie et aux produits qu'on importe et qui constituent un cadre plus robuste pour sécuriser le développement de notre industrie, notamment de la transition énergétique. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Picard. On va essayer de garder le son et l'image, de garder la connexion avec vous. On reviendra vers vous tout à l'heure. Je vais me tourner pour le moment vers Bruno Flochon parce qu'on vient d'entendre beaucoup de choses sur les stratégies de plusieurs industriels de l'énergie. On en a appris beaucoup sur les objectifs européens et français. Comment se situe la région Grand Est dans tout ça ? Eh bien, en effet, la loi a conféré aux régions une compétence d'élaborer des schémas qui donnent une vision à l'échelle de notre territoire.
et donc de prendre en compte à la fois les capacités de production et les ressources naturelles et les zones potentielles de notre territoire, et en même temps d'avoir un point zéro sur nos propres consommations d'énergie. Donc sur une première diapositive, on voit à la fois la situation à une année de référence 2012, qui ensuite est projetée à l'échéance 2050 pour traduire les objectifs qu'on a déjà évoqués, à la fois européens et nationaux, de neutralité carbone. Donc ce schéma montre des objectifs ambitieux aussi pour le territoire du Grand Est. Et donc quand on traduit par rapport à notre situation en 2012 et par rapport aux objectifs qu'on doit atteindre, sur le premier volet, on voit les empilements gris des différentes consommations d'énergie du territoire. On doit réduire de 55% ces consommations d'énergie. Avec notamment un effort tout à fait particulier sur le secteur du bâtiment, en isolant les bâtiments bien sûr, en rénovant, et puis aussi sur le volet transport. Donc ça nous fait passer de cette façon de plus de 200 TWh d'énergie 2012 à 89 objectifs 2050. Donc ça, c'est vraiment le premier pas à assurer. Et en parallèle, on doit aussi agir sur l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Et cette fois-ci, la multiplication à l'échelle de notre région doit se faire x3, toujours par rapport à cette même année de référence 2012, pour atteindre nos objectifs 2050. Et évidemment, parmi les différentes sources d'énergie renouvelable, le solaire photovoltaïque a une grande place à assurer dans ce mix énergétique. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que ces objectifs sont atteignables, est-ce qu'ils sont raisonnables. Donc bien sûr qu'ils n'ont pas été établis sur un coin de table, mais on voit sur la diapositive suivante qu'on est déjà dans une trajectoire intéressante avec des premières échéances qui étaient fixées à 2021, qui ont été atteintes sur les différents volets. Alors le premier volet qu'on voit en haut, c'est un volet d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, les années de référence réglementaires qui étaient indiquées, c'était 1990. Donc il y a différents facteurs. Il y a des facteurs positifs, d'efforts. On a évoqué les efforts de sobriété qui ont été réalisés notamment depuis un an par tous les acteurs et les Français en particulier. Il y en a qui sont moins favorables. Certains sont liés, ces réductions d'émissions, à des fermetures d'entreprises et d'usines. Donc c'est justement une des raisons pour laquelle on doit à la fois diminuer les consommations de tous les acteurs, mais en même temps réimplanter des activités sur le territoire qui seront décarbonées et donc qui vont être dimensionnées de façon à limiter au maximum leur impact environnemental, tout en assurant le développement économique, bien sûr, qui est souhaité, avec évidemment les emplois liés, et puis qui apporte des solutions, justement, pour produire les matériels qu'on a besoin en Grand Est pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable. Toujours sur cette diapositive, on voit d'autres points qui, eux, ont aussi été atteints sur la réduction de consommation d'énergie et sur l'atteinte de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en 2021. Pour autant, on a l'échelle complète des efforts à mener à échéance 2030 et 2050, et on voit que le pas à franchir est encore très important. Donc sur le visuel suivant, on voit la tendance liée aux énergies renouvelables en Grand Est. On voit la différence des évolutions depuis 2005 jusqu'en 2020. Donc on a atteint, comme je l'indiquais, l'échéance à 2020, 25% de couverture de la consommation en moyenne du Grand Est par des énergies renouvelables. Mais à 2026, on doit atteindre plus de 30% et à 2030, 40%. Donc il faut qu'on puisse agir sur tous ces leviers
afin d'atteindre ces objectifs. Il n'est pas question de faire que de l'éolien ou que de l'hydraulique, mais bien de tenir compte des capacités du territoire, d'utiliser des friches, ça a été évoqué, des friches industrielles pour implanter des panneaux, de voir là où il y a du potentiel de vent, là où il y a des possibilités sans être trop en proximité des habitations, de développer la géothermie et ainsi de suite, de façon à avoir un mix énergétique équilibré en parallèle de la réduction de consommation. Et sur le dernier visuel que l'on propose, on voit aujourd'hui quelle est la répartition justement de ces différentes filières dans la couverture, dans la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc les données les plus récentes compilées sont de 2021, mais donc l'évolution évidemment de certaines filières est plus importante. On voit qu'aujourd'hui, c'est le bois énergie sur la partie gauche qui assure la plus grosse partie de la production d'énergie du territoire, avec près de 40% de toutes les productions d'énergie renouvelable. On sait que petit à petit, ce potentiel n'est pas illimité, qu'on doit tenir compte du renouvellement des forêts et des autres services que la forêt peut fournir. Donc, ce n'est pas un potentiel illimité. Et c'est surtout les autres filières qui vont croître progressivement. Alors, l'hydroélectricité, la deuxième filière, de la même façon, on a déjà équipé beaucoup de nos fleuves et nos rivières en grosses installations. Ce n'est pas là non plus qu'on va avoir le plus gros potentiel de croissance. Sur le plan éolien, on est la deuxième région de France, après les Hauts-de-France, en termes de production. Il y a encore un potentiel. Alors, il y a un potentiel qui n'est pas partout le même, soit parce qu'il y a déjà un nombre d'installations qui est suffisant sur certains territoires, soit parce qu'il y a bien sûr des contraintes en termes de vent, en termes de proximité avec des habitations, qui font qu'on ne peut pas implanter ce type d'installation partout. Mais il y a d'autres vecteurs. On parle des agrocarburants, donc la région est fortement contributrice à la production nationale. On parle de l'aérothermie. Sur le biogaz, la méthanisation, on a encore un potentiel de développement conséquent, même s'il n'est pas illimité non plus. La région Grand Est est la première région de France en matière de production de biogaz. Et enfin, on arrive effectivement au photovoltaïque, qui a enregistré une très forte progression en 2021 par rapport à 2020. On voit plus de 32%. Mais on est très très loin du plafond, et c'est certainement une des filières sur lesquelles on peut imaginer un potentiel de croissance le plus important. Et enfin, donc, on a les questions de valorisation des déchets avec leur valorisation énergétique. Cette filière-là, évidemment, n'est pas illimitée. On souhaite d'abord réduire la production de déchets avant d'incinérer ce qui ne peut pas être recyclé ou évité. Et enfin, on a les deux dernières filières, géothermie et solaire thermie, qui, elles aussi, ont des potentiels de croissance importants. Donc c'est vraiment ce mix énergétique qui nous paraît une solution équilibrée, adaptée aux potentialités de la région Grand Est, et qui doit répondre en parallèle aux enjeux climatiques. Bien sûr, le pari ne sera gagné que si on arrive à réduire les consommations d'énergie d'une façon très conséquente pour arriver à réussir cette équation. Et je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu tous, vos 6 interventions nous donnent un large aperçu de la situation à différentes échelles, régionales, nationales, européennes. On voit qu'il y a beaucoup d'axes de progression, qu'il y a beaucoup de projets, alors certains concrétisés, d'autres en cours de réalisation, d'autres encore en réflexion. Et ça va finalement quelque part un peu à l'encontre de ce que pense, de ce qu'exprime une partie du grand public qui dit qu'on court à la catastrophe. Alors je voudrais savoir quelle est votre position à chacun de vous concernant les stratégies européennes et françaises. Sont-elles suffisantes ? Anne Picard, vous en dites quoi ? Oui, bonsoir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre association, on a également la question des batteries. Et je crois que la question des gigafactories de batteries est extrêmement intéressante à regarder, à observer, pour voir la dynamique qui se met en place à la fois au niveau français et au niveau européen. On a donc, comme vous le savez, plusieurs projets de gigafactories de batteries en France, qui s'inspirent, qui s'appuient qui sont dans la roue de ce que je dirais, ce que Northvolt
qui est plus qu'un projet aujourd'hui, qui est une usine de batteries dans le nord de l'Europe, a démontré qu'il était totalement faisable, possible, d'avoir des batteries compétitives en Europe. Et dans ce cadre-là, suite à cet exemple-là, on a aujourd'hui de nombreuses gigafactories qui se mettent en place sur les batteries en France. On voit concrètement un cadre également qui évolue. Donc, au niveau européen, il y a aujourd'hui une procédure d'anti-dumping qui a été déposée au niveau européen par rapport à la Chine pour analyser s'il y a ou pas dumping de la part de la Chine sur les questions des voitures. Est-ce qu'on joue dans les règles, tous dans les mêmes règles sur le sujet? Et puis, il y a un éco-bonus qui a été mis en place au niveau français sur les subventions qui vont être conditionnées au fait que les voitures subventionnées par l'État doivent répondre à des critères de production dans des conditions respectueuses de l'environnement. Donc cet exemple de la batterie, je pense qu'il est très intéressant. Il est en avance de phase par rapport à la dynamique qu'on peut avoir sur le solaire. Il démontre qu'on a la capacité en Europe de pouvoir se mettre dans la course industrielle des grandes usines, qu'il est important d'avoir une approche cohérente, de bien travailler le cadre, et qu'on a les ressources pour pouvoir mettre en place cette dynamique. Et je pense important de souligner, par rapport à ce challenge, on prend en compte, et l'Europe l'a pris en compte, les questions de ressources, de matériaux critiques, qui sont extrêmement importants. Et en ce moment, il y a un texte important justement qui est en train de passer sur les matériaux critiques pour améliorer la sécurisation européenne des matériaux critiques qui sont nécessaires à la production de la batterie. On a bien en tête les questions du solaire dans la même dynamique. Puis il y a également une attention très forte aux questions des compétences scientifiques, techniques, industrielles, pour pouvoir jouer un rôle entier dans cette industrie de la transition énergétique. Jean-Jacob Boumvikers, à votre tour, parce que je me dis que si vous avez choisi de créer Holosolis et de le créer maintenant, c'est que vous devez y croire aux stratégies françaises et européennes, non? Oui, effectivement, on y croit. Comme le disait tout à l'heure Aurélie, et comme l'a également dit avant Carole Mathieu, il y a une réelle prise de conscience et une réelle prise de réalisation du besoin de l'Europe d'avoir cette souveraineté énergétique. Et cette souveraineté énergétique, elle ne viendra uniquement que par la réindustrialisation de tous ces procédés industriels en Europe. Et on peut s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, mais déjà la France aujourd'hui a un rôle leader dans la réindustrialisation photovoltaïque de la France. Je pense que le président Macron et son administration ont réellement montré à quel point ils souhaitent réindustrialiser la France, non seulement déjà avec ce qu'on vient de dire au niveau de la batterie, et maintenant ils veulent faire la même chose au niveau du photovoltaïque. Nous avons reçu leur soutien pour l'installation de cette usine ici à Hambach, donc nous y croyons bien sûr énormément. Et lorsque l'on voit où nous en sommes au démarrage. Il y a déjà un certain nombre de règles qui sont en train d'être votées, comme la loi de l'industrie verte, la loi des crédits d'impôt pour l'investissement dans l'industrie verte. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont faites, mais là où je suis d'accord avec ma collègue de RTE, c'est qu'il y a encore énormément de routes à faire. On a vu qu'il y a une réelle transition énergétique à engager. Il est très bien de voir qu'il n'y a plus de débat entre est-ce que c'est le nucléaire ou le renouvelable. Non, c'est le nucléaire et le renouvelable. On en aura besoin pour cette transition énergétique. Donc la route est en marche, la machine est en marche et je compte bien aider à ce qu'elle soit totalement installée. Valérie Boyer, au sein d'Iberdrola, on en dit quoi des stratégies françaises et européennes ? Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. On y croit aussi. On y croit notamment grâce aux dernières déclarations de notre ministre, Agnès Pannier-Runacher, qui a fait plusieurs annonces récemment, dont la volonté d'une loi de programmation énergétique qui a revu ses ambitions à la hausse. On a quand même dans cette loi
qui va être débattue, qui ne l'est pas encore, mais une ambition de doublement du rythme solaire, on l'a dit, à 5 gigawatts par an, le maintien du rythme de l'éolien terrestre à 1,5 gigawatt. Pour l'éolien offshore, elle a annoncé la semaine dernière, à l'issue des débats publics de façade, puisqu'ils vont démarrer en novembre sur chaque façade maritime française, la planification de l'éolien offshore en mer, et elle a annoncé donc le lancement d'un large appel d'offres en 2024-2025 de l'ordre de 10 gigawatts. Donc c'est vrai qu'on y croit, on est confiant. On est confiant aussi parce que en mars 2023, il y a eu la loi a été approuvée la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, avec notamment création de zones d'accélération. Donc ce sont des zones qui devront accueillir en priorité les installations de production d'énergie renouvelable. Bon, c'est vrai que concrètement, cette loi n'est pas sans doute facile à mettre en œuvre, notamment pour les élus locaux, puisque ce sont les maires et les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, qui doivent définir ces zones, normalement à horizon fin 2023. Bon, il y aura sans doute du retard, mais ces outils réglementaires nous confortent dans le fait de croire à l'ambition de cette dynamique de développement des énergies renouvelables. C'est vrai que pour nous, les choses avancent dans le bon sens, mais voilà, on voudrait toujours, effectivement, compte tenu des enjeux climatiques et des enjeux de réchauffement, que ça aille plus vite, que les rythmes soient au-delà, effectivement, pour nous sécuriser totalement, à la fois en termes d'approvisionnement énergétique et d'atteinte de la trajectoire de la neutralité carbone. Mais voilà, nous sommes confiants et nous croyons à cette dynamique et à la poursuite de cette ambition forte. Ça va dans le bon sens. RTE fait partie intégrante de la stratégie française, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On l'a vu à travers le système électrique. C'est un enjeu très fort d'électrification de la majorité de nos usages. Pour nous, c'est des demandes de raccordement sur le réseau électrique qui sont très importantes, en très nette augmentation, que ce soit pour raccorder des énergies renouvelables qui se développent de façon très importante, et on en a parlé tout à l'heure en région Grand Est, sur de l'éolien, sur du photovoltaïque, et puis c'est aussi de nouveaux industriels qui arrivent, comme Holosolis, très clairement, avec des demandes de consommation. C'est aussi des électrolyseurs, c'est aussi un développement très important de la demande d'électricité. Et donc, oui, nous sommes au cœur du système pour que l'ensemble puisse se mettre en place, et c'est un enjeu essentiel pour le pays, bien évidemment. Au niveau de TSE, Carole Mathieu, vous, est-ce que vous auriez voulu que la France et l'Europe visent plus haut ? Oui, toujours. Après, notre sentiment, c'est que ça va dans le bon sens. D'ailleurs, il y avait un rapport il y a quelques semaines produit par des économistes français et allemands qui comparait le cadre incitatif aux États-Unis et en Europe pour justement la réimplantation de projets industriels sur ces filières solaires, hydrogène, batterie, etc. Et leur conclusion, c'était que les montants, enfin le niveau d'incitation était en fait comparable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Progressivement, on rattrape notre retard, mais c'est vrai que quand on regarde le cas européen et français, ce qu'on constate, c'est que la machine, elle est nécessairement plus lourde, les discussions sont plus longues, et les dispositifs, ils sont visibles à l'heure actuelle. Donc si on veut réussir, pour nous, il y a deux mots d'ordre. C'est accélérer, que ce soit le déploiement et sur la réindustrialisation, et puis simplifier autant que possible pour que les choses se mettent en place le plus rapidement possible et qu'on rattrape notre retard. Parce que c'est vraiment une course de vitesse. Donc aujourd'hui, on a la prise de conscience. Maintenant, il faut qu'elle se matérialise par un cadre qui soit opérant.
Bruno Flochon, si la région Grand Est développe sa propre stratégie, c'est parce qu'elle trouve que les orientations nationales et européennes sont insuffisantes ? Non, c'est pas vraiment ça, mais pour répondre à votre question, il y a deux volets à prendre en compte. Il y a d'une part les objectifs. Donc nous pensons que ces objectifs sont déjà ambitieux. On les a traduits au niveau régional. Donc nous croyons que c'est vraiment la voie à suivre, que ce soit les objectifs européens ou traduits dans les lois nationales, notamment françaises. En revanche, il y a l'autre volet. Donc la région a mis en place des dispositifs pour accompagner les communes à rénover les copropriétés, à réduire leur consommation d'énergie. Elle soutient aussi les développements d'énergie renouvelable. Mais c'est toute cette politique qui a été mise en place par la région et sous la présidence de Franck Leroy est bien limitée aux moyens dont la région dispose pour accompagner les différents acteurs, que ce soit les particuliers, les entreprises et les collectivités. Et donc il y a un besoin de soutien fort national et européen, à la fois financier pour accélérer ces démarches, parce qu'on n'a pas un budget suffisant pour accompagner massivement les projets, et notamment les plus gros d'entre eux, et aussi un cadre réglementaire qui soit plus favorable justement au déploiement de ces nouvelles activités et qui permettent une réindustrialisation plus rapide de notre territoire. Alors, autre sujet sur lequel je voudrais que vous donniez chacun votre avis, c'est plus précisément le projet Holosolis. On est loin de l'ancien projet Rexsolar avec des capitaux chinois. Le marché a changé, le contexte européen est favorable. Pour autant, avez-vous tous confiance dans ce projet ? Valérie Boyer, qu'en dites-vous ? Oui, bien sûr. C'est un projet de grande envergure, à la fois pour le territoire, puisqu'il va contribuer à la dynamisation, notamment par la création d'emplois. Et comme on l'a dit tous à plusieurs reprises, bien évidemment un enjeu fort de réindustrialisation et de souveraineté industrielle. C'est vrai que ce projet va largement participer à la chaîne de la valeur verte, ce qu'on a dit, qui permettra de décarboner la France et l'Europe. Donc oui, bien évidemment, on adhère complètement à ce projet. En plus, ce qu'il nous semble, c'est que la production de panneaux solaires en France, c'est aussi un enjeu de produire un panneau avec de l'électricité décarbonée, donc nucléaire et renouvelable. Donc des panneaux parmi les plus vertueux du monde. On le sait que l'enjeu est majeur de s'approvisionner en France plutôt qu'en Asie et en Chine, à la fois pour notre souveraineté énergétique et notre souveraineté industrielle. Donc oui, bien sûr, bravo, et j'espère vraiment que ce projet verra le jour. Elisabeth Bertin, vous, ça fait partie des missions de RTE d'être partenaire d'un projet comme celui de Holosolis à Ambach. Oui, tout à fait. Dans nos missions en tant que telles, c'est indispensable d'accompagner toutes ces évolutions, toute cette dynamique très, très importante et essentielle. Donc oui, nous accompagnons tous les industriels pour assurer leur raccordement électrique, puisqu'on l'a vu, c'est une augmentation, une massification de l'électrification de tous nos usages, de la plupart de nos usages. Et Carole Mathieu, vous, je suppose que vous avez forcément confiance en l'avenir d'Holosolis, puisque TSE fait partie des financeurs de ce projet à Ambach. Oui, en fait, pour nous, le projet, il respecte des exigences fondamentales. Ça suffira pas. Il faut continuer le travail pour que ce soit une vraie réussite. Mais ce qu'on observe, c'est déjà que la feuille de route industrielle, elle est robuste, que Holosolis vise l'excellence, la performance, la compétitivité. Donc, on répondra à nos besoins en tant que développeurs. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que le projet s'inscrit d'emblée dans une perspective européenne, ce qui est très important pour nous, parce qu'il faut avoir cette taille critique pour que le projet réussisse. Et donc, l'échelon européen est pour nous l'unique échelon pertinent. Ensuite, il y a le soutien des pouvoirs publics, et on l'a dit, sans ça, il est très difficile de faire face à la concurrence.
Et puis peut-être en dernier mot, ce qui nous plaît aussi, c'est cette logique partenariale que Holosolis a su initier, à la fois avec des acteurs comme nous de la chaîne de valeur, mais aussi des instituts de recherche, parce qu'on le sait, le défi il est immense et il faudra pouvoir agir de manière concertée, collective, si on veut maximiser nos chances de réussite. Bruno Flochon, la région Grand Est soutient le projet Holosolis, mais est-ce avec une confiance aveugle ? Alors la confiance n'est jamais aveugle, c'est bien parce qu'il y a eu une analyse fine du dossier qu'on peut être confiant aujourd'hui. D'une part parce qu'il y a déjà eu des déceptions dans le passé, il y a eu d'autres projets d'usines photovoltaïques qui devaient s'implanter sur le territoire et qui malheureusement n'ont pas donné suite et au final nous pensons que le candidat Holosolis est d'un bien meilleur niveau que les candidats précédents. Donc on s'en réjouit bien sûr. Ça c'est déjà la première raison, c'est d'avoir une société solide avec un actionnariat et un modèle industriel qui nous semble fiable. Et donc ça c'est un premier élément. Le second élément c'est bien sûr l'enjeu de développement économique et d'emploi. 1700 emplois à terme. La région se mobilise déjà sur les préparations des formations nécessaires, puisque ça fait partie de nos compétences, de façon à ce que la main-d'œuvre nécessaire à tous les niveaux d'activité de l'entreprise soit au rendez-vous à terme. Et puis le troisième enjeu, bien sûr, on parlait de nos objectifs à atteindre en matière de développement de photovoltaïque. Donc on a besoin d'acteurs. On a déjà une usine et qui est la principale usine fabriquant des panneaux solaires en France qui est sur notre territoire, mais qui est très très loin des capacités de production qui sont nécessaires à l'augmentation de la couverture photovoltaïque, bien sûr de notre région, mais aussi des régions voisines et de l'Europe au global. Donc Holosolis, on l'a vu au départ, va contribuer pour une part qui est conséquente, mais qui reste encore une part encore limitée par rapport à tout cet enjeu d'installation. Donc on a besoin d'entreprises comme Holosolis pour atteindre ces objectifs-là et produire plus d'énergie renouvelable et décarbonée. Et Aurélie Picard, quel est le regard du CSF Nouveau Système Énergétique sur le projet Holosolis ? Comme nous l'avons dit, il y a deux enjeux majeurs. On a un enjeu d'installer beaucoup plus de moyens de production d'énergie et avec le souhait de le faire en maîtrisant nos équipements, la production des équipements, donc la production des panneaux solaires. Et donc le projet Holosolis, il répond à ces deux enjeux. Il répond à cet enjeu de pouvoir maîtriser concrètement la production des équipements pour pouvoir produire plus d'électricité en France et en Europe. Et c'est un enjeu extrêmement important à la fois pour la France et pour l'Europe. Holosolis, par ailleurs, est particulièrement investi dans l'association et globalement dans la dynamique de filière. Et c'est très important. Ça me semble essentiel. On l'a vu sur la batterie précédemment. C'est-à-dire de travailler avec le système en se préoccupant des questions d'approvisionnement, de compétences, des différentes parties prenantes. Et donc je les remercie à ce titre. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de Northvolt. Il y a également Verkor qui est une des gigafactories de batteries en France qui, comme Holosolis, bénéficient de l'effet d'entraînement d'Innoénergie qui est extrêmement actif et qui a déjà à son actif plusieurs succès de gigafactories. Et donc, je pense qu'on a là un projet qui s'inscrit clairement dans l'ambition française et européenne d'avoir des gigafactories, c'est-à-dire des grandes usines qui produisent en grande quantité les équipements essentiels à la transition énergétique, ce qui est essentiel pour la France et pour l'Europe. Jean-Jacob Boom-Vickers, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces marques de confiance ? C'est de la pression en même temps, hein ? Oui, c'est de la pression, mais c'est également je suis très touché de toutes ces marques de confiance que l'on reçoit de tous ces partenaires. Ce sont tous des experts dans le marché, donc avoir ces paroles qui viennent d'eux sont particulièrement sont particulièrement importantes pour nous. Pour ma part, je suis confiant pour le photovoltaïque et je suis confiant pour le développement de notre gigafactory. Ça ne va pas être simple, donc je ne veux pas crier victoire dès le départ, mais on voit plusieurs choses qui bougent. Déjà au niveau de l'Europe, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de cette importance, de cette souveraineté énergétique que nous devons avoir. Donc l'Europe se met en route et c'est extrêmement clair.
On voit surtout également que d'un point de vue national, au niveau de la France, cette prise de conscience est claire. On en a parlé tout à l'heure par rapport à ce que fait Agnès Pannier-Runacher, ce que fait le président Macron, ce que fait Bruno Le Maire et Roland Lescure. Il y a une réelle dynamique et ils mettent tout en place pour faire en sorte que ces industries du renouvelable réussissent à s'installer en France. Ensuite, on voit ici au niveau de la région. La région du Grand Est et de Sarreguemines et de la Casque font un travail remarquable pour permettre le succès de ce projet. La mobilisation que nous avons ici est incroyable. Et dernièrement, ce que l'on remarque également, c'est la population de la région ici est une population qui embrasse ce changement, qui sont aujourd'hui fondamentalement investis dans l'automobile, et qui voit que notre industrie apporte un plus, un complément à cette industrie de l'automobile pour ajouter également une industrie qui est complémentaire et qui va apporter des nouvelles types de formations. Donc le site est magnifique et je remercie toutes ces preuves de soutien. Je suis moi-même j'ai beaucoup d'espoir que nous allons réussir sur ce site. Et merci à tous les 6 d'avoir détaillé votre point de vue en participant à cette table ronde. Alors je rappelle que la concertation préalable du public concernant le projet Holosolis à Hambar se poursuit jusqu'à fin octobre. Vous pouvez participer à l'atelier environnement mardi 10 octobre à 18h au centre de communication INEOS à Hambar. Au même endroit aura lieu le 3e atelier dédié aux enjeux socio-économiques. Ce sera mardi 24 octobre à 18h. Quant au 2e atelier à propos des incidences du projet sur le cadre de vie des riverains, il aura lieu samedi 21 octobre à 9h30 à la salle polyvalente de Villerwald. Et puis enfin, un grand merci à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour nous avoir accueillis pour cette émission en public. Et puisque le public est là, on va pouvoir en profiter pour échanger, parce que là, vous avez une occasion. Rêvez de poser des questions à des experts. Je vais simplement m'approcher de vous avec le micro et je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse vous filmer en même temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'arrive. Donc juste si vous pouvez vous lever. Merci. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais tout d'abord, je voudrais lever une ambiguïté. Le passage aux énergies renouvelables, ce n'est pas uniquement un problème de réchauffement climatique. C'est aussi parce que dans les 20-30 ans, nous allons manquer de l'énergie fondamentale qui a fait la deuxième révolution industrielle, c'est le pétrole. Hein, les gisements de pétrole sont partout mature, c'est-à-dire que plus de 50% a été pompé. Depuis 30 ans, on ne trouve plus de nouveaux gisements de pétrole. Il y a eu un petit intermède avec les pétroles de schiste aux États-Unis et le déclin définitif, c'est à partir de 2025, c'est-à-dire dans 2 ans. Le pic de pétrole conventionnel a été atteint en 2008. Et donc, de toute façon, ça va décliner de façon irrémédiable. En sachant que les révolutions industrielles, notre société, ne fonctionnent que parce que depuis 250 ans, nous avons d'abord maîtrisé le charbon, puis ensuite le pétrole. Ça nous a donné une énergie absolument colossale. Un homme produit 100 watts par jour. Un cheval, 1 kilowatt, 10 fois plus. Une locomotive, c'est 5000 kilowatts. Un avion, c'est 100 000 kilowatts, c'est-à-dire c'est le travail d'1 million de personnes. Un laminoir sidérurgique, c'est 1 mégawatt, c'est le travail de 10 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la région parisienne. Si nous n'avions pas nos esclaves énergétiques, il faudrait 14 000 milliards d'êtres humains pour produire le même travail. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Alors donc, si nous voulons pas que notre civilisation disparaisse, elle doit absolument, absolument réussir la transition énergétique, donc la 3e révolution industrielle qui passe forcément par le renouvelable. Voilà, donc ça je crois que c'est une chose qui est importante parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. On mélange changement climatique, certes c'est important, mais c'est surtout la survie de notre civilisation par la maîtrise de l'énergie. Alors, autre question, les investissements nécessaires pour ça, ils sont absolument gigantesques partout dans le monde, que ce soit en Europe, en France, etc. Alors, est-ce que le marché pourra assurer à lui seul ces investissements ? Moi, je pense pas que ça soit possible. Il faut absolument que les États, l'Europe,
interviennent pour créer véritablement une économie de guerre. Parce que pour réussir cette transition, le marché ne suffira pas. Et je crois qu'il faudra vraiment un plan Marshall au point de vue financement pour assurer tout ce développement. Ce n'est pas du tout une question politicienne, hein, c'est une question de capacité thermodynamique, je dirais. Qui veut lui répondre ? Je veux bien commencer, mais je vous encourage. Alors, je suis complètement d'accord avec vous en ce qui concerne la troisième révolution industrielle. Votre région est bien placée pour le savoir. Elle s'est très très bien débrouillée lors de la première révolution industrielle en 1800 avec le charbon. L'Europe s'est assez mal sortie de la deuxième révolution industrielle à base de pétrole, parce que, à part la Norvège qui a encore du pétrole, le reste de l'Europe aujourd'hui importe massivement du pétrole de pays extra-européens. Et l'année dernière, nous avons importé pour 900 milliards d'euros de pétrole de pays et de gaz de pays extra-européens. Et donc, cette manne d'argent dont vous parlez, et de l'argent dont on a besoin pour se réindustrialiser, il part à l'étranger aujourd'hui. Et avec le photovoltaïque, ce qu'il faut dire, c'est que la technologie que nous allons utiliser, le N-Type TOPCon, n'utilise absolument rien qui ne peut pas être produit en Europe. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici, sous nos pieds, pour fabriquer nos propres panneaux. Donc il faut la volonté politique, et que l'on voit commencer à arriver, pour nous donner cette souveraineté énergétique. Et je suis totalement d'accord avec vous, si nous ne réussissons pas cette troisième révolution industrielle, l'Europe deviendra un pays du tiers-monde, j'en suis persuadé, et ce sera la Chine qui sera le nouveau leader mondial, parce qu'ils ont fait exactement les investissements dont vous parliez qu'il faut faire. La Chine, depuis des années, soutient le développement des énergies renouvelables parce qu'ils ont vu que c'était le futur. Et la chance que nous avons, c'est qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite au niveau, d'une part, des États-Unis et également de l'Europe. Et malheureusement, cette prise de conscience a eu lieu à cause du Covid, où on s'est rendu compte à quel point nous étions désindustrialisés, et ensuite, cumulé à cette première prise de conscience, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et là on s'est rendu compte à quel point on était dépendant du gaz et du pétrole extra-européen. Donc ces deux critères ont cristallisé la nécessité de se réindustrialiser. Vous avez raison quant aux fonds qui vont être nécessaires. Le montant dont on a besoin pour monter des usines telles que la nôtre va être de plus de 700 millions d'euros. Mais quand vous comparez 700 millions d'euros aux 18 milliards d'euros qui ont été dépensés l'année dernière pour importer des panneaux d'Asie et de Chine en Europe, ou quand vous comparez ça aux 900 milliards d'euros qui ont été dépensés l'année dernière pour acheter du pétrole et du gaz extra-européens, je ne parle même pas du gaz qui était dans la mer du Nord ou en Norvège, l'argent il est là. Et oui, les gouvernements doivent aider, mais je suis également confiant sur les investisseurs privés, les banques, qui pourront apporter les fonds, qui pourront apporter une partie de cette transition et de ce financement. Juste un petit mot pour nos participantes qui sont en visio. Alors, je crois que Carole Mathieu a dû se déconnecter, mais Aurélie Picard et Valérie Boyer, si vous voulez vous aussi répondre, vous adresser au public, il n'y a pas de souci, simplement vous me faites signe de la main, on vous voit, on peut vous donner la parole. Je crois qu'au niveau de la région, il y avait un complément de réponse aussi à apporter. Oui, mais je confirme l'intervention qui a été faite est exacte. Il y a le changement climatique qui est un facteur effectivement qui doit nous motiver à aller très très vite, mais c'est pas le seul. L'épuisement des ressources en est un autre, et le pétrole en premier lieu. Hein. C'est vrai que le pic de production a été déjà franchi, donc il faut absolument assurer une conversion de nos sources d'énergie vers des énergies pérennes, dont évidemment les énergies renouvelables. Et en parallèle, effectuer aussi des investissements très forts, justement pour arrêter d'acheter ce pétrole et donc de dépenser de l'argent qui part de notre région et de notre pays, et plutôt investir ces mêmes sommes qu'aujourd'hui on dépense en factures de chauffage, par exemple, ou d'éclairage, dans des travaux qui vont permettre de réduire ces factures. Donc d'abord de réduire les consommations d'énergie, hein, donc d'investir dans du travail local, de la main-d'œuvre, des artisans qui vont rénover les bâtiments, qui vont installer des systèmes efficaces, et puis bien sûr d'installer des sources d'énergie renouvelables, puisqu'on peut en mettre sur les toitures, on peut en mettre, on l'évoquait tout à l'heure, sur des friches.
On peut parfois rendre des services aussi à des productions agricoles qui aujourd'hui subissent justement ces changements climatiques, soit par des averses de grêle ou alors par des surchauffes en été. Et donc des panneaux bien positionnés peuvent permettre de préserver ces cultures. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont là. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ces solutions coûtent cher. Donc c'est à la fois de transformer nos factures avec des systèmes justement de prêts sur suffisamment long terme pour que l'investissement qu'on fait soit remboursé par les économies. Ça, c'est ce qu'on peut gagner justement quand on isole un bâtiment et quand on met des panneaux photovoltaïques par exemple. Mais ce sont aussi des moyens supplémentaires qui doivent venir du niveau national et européen. Donc il y a déjà des établissements comme la Banque européenne d'investissement, par exemple, qui nous aide actuellement sur un gros projet de rénovation des copropriétés en Grand Est avec Octave. Mais il y a besoin de plus. Donc c'était ce que je disais tout à l'heure. On est sur la voie, on a déjà des moyens qui sont mis en œuvre, on a des programmes comme le programme Climaction, mais pour autant, on sait que ces moyens ne sont pas encore suffisants aujourd'hui pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés à 2030 et 2050. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions ? J'arrive. Oui, vous nous parlez d'achat d'énergie à l'étranger. Je suis profondément choqué par ce que vous dites, pour la bonne et simple raison que quand on achète de l'énergie à l'étranger, par exemple du pétrole ou du gaz, c'est pas pour le jeter par la fenêtre. Le pétrole qu'on achète, il va permettre à une industrie de tourner. Il va nous permettre de fabriquer des voitures qu'on va de nouveau exporter à l'étranger. Il va nous permettre de faire voler des avions qui vont faire venir des étrangers en France, qui vont dépenser de l'argent chez nous. Donc c'est pas, vous nous dites là quelque chose comme quoi on est en train de jeter l'argent par la fenêtre en achetant du pétrole à l'étranger. C'est complètement faux. C'est totalement faux. Cette énergie qu'on achète, on en fait quelque chose. L'énergie, je crois qu'il faut laisser l'église au milieu du village. On parle toujours de la mobilité, on parle de plein de choses. La mobilité, c'est 20% de l'énergie qu'on utilise. 2 fois plus, c'est l'agriculture. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez économiser avant de dépenser. Donc vous parlez de dépenses. Dans mon bâtiment, cet été, on a tous subi la chaleur. Dans mon bâtiment, on chauffe au gaz. Tout l'été, on chauffe au gaz. Voilà, point. Je suis persuadé que dans cette salle, 80% des gens ont chauffé cet été à l'électricité, au gaz ou au mazout. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont à faire, qui sont très très simples. Il y a mais de dire avant, j'ai un chiffre qui m'a marqué, c'est 10 millions de panneaux par an. J'aimerais bien savoir, d'une façon très exacte, combien de camions ça représente qui vont partir de Sarreguemines et combien de camions ça représente de matériel qui va venir ici. J'habite dans une rue à Sarreguemines donc je n'habite pas à Sarreguemines, j'habite en Afrique du Sud, donc j'ai une vision un peu particulière de la chose. Et dans la rue où j'habite à Sarreguemines, quand je suis là, à partir de 2h du matin, parce que je me lève tous les jours à 2h du matin, à partir de 2h du matin, on a des camions qui rentrent en ville, il y a des camions qui sortent, et tout ça, c'est des impacts qu'on fait. Alors, je veux bien le panneau solaire. Je vais vous parler d'éolien. Mettez une grosse éolienne en place. Aujourd'hui, une éolienne de 112 mètres de diamètre, ça fait 8 mégawatts. Il va y avoir un certain nombre de camions qui vont venir, qui vont l'installer. Je vous garantis, on a un impact ponctuel une fois. En Afrique du Sud, on a mis en place d'énormes sites photovoltaïques.
mais colossaux. On s'est rendu compte que ces sites ont complètement modifié la circulation de l'air, et les endroits où on a mis les panneaux solaires, on a eu des orages après avec de la grêle qui ont tout bousillé. Donc il y a quelque chose de très très compliqué. Moi je fais de l'aviation, hein, les gens le savent très bien, donc la météo je connais parfaitement. Vous allez avoir des changements qui sont faits dans la circulation de l'air qu'aujourd'hui même Météo France ne sait pas appréhender. Donc là on se retrouve, on a un été indien qui dure depuis le mois d'août. Les gens, on continue à faire de l'eau chaude avec du gaz, et voilà quoi. Donc il faudrait peut-être commencer par le commencement de consommer un peu moins. Alors je vais pas encore aller plus loin de dire qu'on est trop nombreux sur la planète parce qu'on va jamais arrêter. Mais je suis assez choqué par le fait que vous nous ayez dit cette façon de jeter l'argent par la fenêtre. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on jette par la fenêtre, c'est une industrie qui tourne et qui, elle, est consommatrice d'électricité, il faut bien la faire tourner. Et c'est celle qui nous fait vivre. Voilà. Merci. Alors, je vais répondre à votre question parce que c'est moi qui ai dit mentionné ces sommes. Donc, je maintiens que nous ayons dépensé l'année dernière 900 milliards d'euros pour du gaz et du pétrole venant de nations ex-européennes. Oui, ça a permis de faire tourner l'économie. Je suis d'accord avec vous. Mon propos, c'est que dans le temps, ces dépenses pour de l'énergie devront être remplacées par une autre énergie. Et nous avons besoin de changer la structure de la génération de notre énergie dans le monde aujourd'hui, parce que 80% de l'énergie que nous produisons aujourd'hui provient de sources carbonées, avec soit du charbon, soit du pétrole. Et en Afrique du Sud, je connais bien le problème. En fin de compte, vous n'avez pas aujourd'hui assez d'électricité, vous avez en permanence des brownouts. Donc les centrales que l'on essaye d'installer, que ce soit photovoltaïques ou que ce soit des éoliennes, essayent de résoudre ce problème en partie. Je vous propose qu'on en discute après, si vous le voulez. Et je suis pilote comme vous, donc je serais heureux de discuter également de pilotage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors, j'arrive. Oui. Et pour le recyclage des panneaux. Et j'ai un autre souci, c'est que... voilà, bon, laisse tomber. On va déjà avoir la réponse par rapport au recyclage et puis on va revenir vers vous. Alors pour le recyclage des panneaux, un panneau photovoltaïque consiste d'un cadre en aluminium, d'une ou deux plaques de verre et ensuite de cellules qui sont encapsulées dans du plastique. Et aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques peuvent être recyclés très bien. On enlève le cadre, on enlève le verre et la cellule photovoltaïque elle-même a beaucoup de valeur parce que lorsque vous regardez une cellule photovoltaïque, les petits traits que vous voyez dessus, c'est une mixture d'aluminium et d'argent, de pâte d'argent. Et donc, il y a une forte valeur à récupérer ce produit. Aujourd'hui, le recyclage du panneau photovoltaïque est quelque chose qui commence parce que les majorités des panneaux photovoltaïques qu'on a installés, déjà aujourd'hui, on va dire en 2010, ont une durée de vie qui était de 15 ou de 20 ans en termes de produits, en termes de garantie produit. Et aujourd'hui, les panneaux que l'on installe communément ont des garanties de vie de 25 à 30 ans. C'est-à-dire que les panneaux que l'on produira en 2025 arriveront normalement en fin de vie, même pas en fin de vie, ils continueront à tourner, mais la garantie s'arrêtera 25 ans plus tard, c'est-à-dire en 2050. Mais à ce moment-là, les panneaux sont parfaitement recyclables. Le verre, l'aluminium est recyclable et nous travaillons avec une société qui s'appelle Rosy Solar, dont c'est le métier. Donc vous avez utilisé une partie des panneaux photovoltaïques pour refaire d'autres panneaux ou c'est dans un autre process? Alors, vous pouvez prendre le silicium qui est issu d'une cellule photovoltaïque et vous pouvez le retraiter. C'est-à-dire que vous pouvez le refondre à nouveau, rajouter du boron et derrière, il est reparti pour un tour. Ok, donc vous avez dit aussi que tous les matériaux seraient européens. Donc il y a des mines qui vont se créer en Europe ou c'est déjà fait?
Il y a déjà des solutions pour obtenir les matières premières qui sont du silicium et qui sont produites par une société allemande qui s'appelle Wacker Chemie et qui produit le produit. La matière première, c'est de la silice. C'est dont est fait la croûte terrestre. Okay. Donc pas de mine. Alors, ce sont bien sûr des mines dans lesquelles on sort le matériau parce que la croûte terrestre est faite de silice. Donc, pour trouver la croûte terrestre, il faut aller vers le bas. Mais oui, effectivement, c'est une mine. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? J'arrive. Merci. Voilà, déjà pour dire que je me réjouis du projet et j'espère qu'il arrivera à terme et qu'on aille plus loin également parce que produire 1 million de panneaux photovoltaïques d'ici la fin, enfin disons la mise en route du projet, ça risque éventuellement d'être insuffisant. D'ailleurs, vous avez dans votre projet l'idée d'aller au-delà des 5 gigawatts, c'est-à-dire jusqu'à 7 gigawatts, j'ai bien lu. Donc, éventuellement, il va falloir revoir l'alimentation des réseaux, aussi bien électriques qu'en eau. Est-ce que ça, c'est déjà pris en compte dès le départ? Et puis, comme votre projet finalement ne répond qu'à une petite partie des besoins énergétiques européens en matière de photovoltaïque, notamment. Est-ce que Holosolis a déjà en tête un deuxième site éventuellement avec les partenaires avec lesquels il travaille? Alors, vous avez raison, le site actuellement nous permet de faire 5 gigawatts. Et 5 gigawatts, comme on l'a montré dans un des graphes que j'ai montré lors de la présentation, représente à peu près 1/8 à 1/10 de la quantité de panneaux photovoltaïques qui devront être produits en Europe suivant les directives du NZIA, le Net Zero Industry Act, qui voulait que 40% des panneaux photovoltaïques installés en Europe en 2030 soient d'origine européenne. Donc notre usine, Holosolis, fera entre 1/8 et 1/10 de cela. Et c'est pour ça qu'on encourage tous les projets photovoltaïques à s'installer en Europe. Il y en a d'autres en France, il y en a d'autres en Allemagne, et voilà, c'est quelque chose qu'on encourage. Bien sûr, on espère être un des premiers à monter une giga-usine de cette taille, et c'est pour ça que nous sommes ici à Sarreguemines, avec ce terrain à Hambach, où il y a déjà eu un projet similaire, et donc la population des environs est plutôt favorable à avoir un produit de ce genre plutôt que d'installer une usine à gaz ou une usine à carton, etc. Donc, et en ce qui concerne le futur, oui, on a besoin de plus. Et pour nous, la quantité d'énergie renouvelable, de photovoltaïque, va continuer à croître. On l'a vu dans les données qui ont été annoncées aujourd'hui. Donc nous verrons en 2027, 2026, 2027, si nous devons continuer à développer cette usine ou en créer une autre. Si on se rend compte qu'il y a un besoin de 10 gigawatts supplémentaires, on verra où on créera une usine de 10 gigawatts, soit ici, soit autre part. On verra à ce moment-là. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais notre objectif n'est pas juste de créer cette usine, on veut créer plus avec la région. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres observations? Profitez-en parce que autant vous allez pouvoir revoir Jean-Jacob Boomvikers dans les prochaines semaines dans le cadre de la concertation préalable du public, autant les autres experts, profitez-en aujourd'hui, hein, c'est un one-shot. Merci, je voudrais poser une question à Madame Picard concernant les gigafactories. Si j'ai bien compris, vous parlez essentiellement des gigafactories destinées à produire des batteries pour les automobiles, pour le déplacement. Est-ce que ce projet concerne également les batteries qui pourraient être utilisées par les particuliers ou les entreprises pour stocker l'énergie photovoltaïque produite? Puisque l'électricité ne se conserve pas, il faut bien la stocker. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens? Alors, aujourd'hui, les gigafactories qui se construisent visent en premier lieu le marché en très forte expansion du véhicule électrique, mais naturellement, avec les acteurs
de la filière et les producteurs de batteries, on travaille sur le marché dit du stationnaire, c'est-à-dire chez les particuliers par rapport au réseau. Plus on va mettre d'énergie renouvelable, comme vous mentionnez, plus il faut pouvoir stocker l'énergie dans le réseau. RTE l'a expliqué tout à l'heure, il y a besoin d'équilibrer en permanence. Donc c'est un marché également qui se développe. Mais là, dans un premier temps, tout de suite à court terme, les usines de Gigafactory, elles sont ciblées sur le marché de l'automobile en ayant bien en tête le marché du stationnaire qui également se développe. Donc c'est un sujet qu'on traite d'un point de vue industriel également, mais qui arrive d'un point de vue, qui n'est pas exactement le même outil industriel, mais c'est bien un sujet sur lequel on travaille avec les acteurs de la batterie. Donc la réponse est oui, on travaille dessus. Mais ce n'est pas forcément les grandes usines d'automobiles qui vont y répondre dans un premier temps. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Il n'y aura pas de regrets? C'est bon? Bon, eh ben on va clôturer alors cette table ronde. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Je voudrais aussi dire un grand bravo à toute l'équipe technique de Mosaïque Cristal, parce que je vous assure que ce soir, il y a eu pas mal de prouesses techniques qui ont été réalisées pour que tout fonctionne. Merci à tous.